Donc, quelle est la différence entre un billet de banque qui vaut 0, 1 euro à 0, et quelle est la différence avec le papier hygiénique? Eh bien, ma foi, il n'y a pas de différence, c'est du papier, tous les deux. L'un va vous servir à vous essuyer et l'autre va servir de monnaie d'échange. Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, il faut un salaire minimum universel, ce serait bien qu'il y ait un salaire universel pour tout le monde. Alors, je pense que ce serait effectivement la bonne solution. Mais que choisir comme unité? Eh bien, moi, je pense à l'unité temps, c'est-à-dire tout être humain qui naît ou qui vit de la naissance à la mort aurait droit à 8 heures de revenus. Et ces heures sont fragmentables en minutes et en secondes. Ce qui permettrait d'éviter que des gens qui travaillent dans des entreprises comme chez Renault puissent encaisser des sommes faramineuses qui n'ont rien à voir avec le minimum du salaire du smicard qui va travailler dans l'usine Renault. Je pense à Carlos Ghosn, par exemple. Alors, les économistes de médecine tropicale en 1981 faisaient des cours donc aux professionnels de santé parce que ils disaient que c'était bien qu'on ait une idée de réponse aux pays en voie de développement pour savoir quel type d'économie développer. Est-ce qu'il fallait développer une économie capitaliste ou une économie du type soviétique? Alors, ils nous répondaient, les deux profs de Jussieu nous donnaient cette réponse. Les deux économies vont se casser la figure. Bon, on a vu que le mur de Berlin s'est effondré, l'économie soviétique s'est cassée la figure, et donc le socialisme, communisme à la soviétique s'est cassé la figure. Pareil pour la Chine, on voit que ils sont rentrés dans une économie capitaliste, mais c'est pas particulièrement génial puisque c'est un des pays les plus pollueurs du monde. Enfin, ceci dit, c'est comme ça. Alors, comment peut-on faire pour avoir une économie différente? Eh bien, je propose l'unité temps. Tout être humain qui vit aurait droit à 8 heures par jour de crédit. Et avec ces 8 heures, fragmentables en minutes et en secondes, il pourrait s'acheter ce qu'il veut. Un étudiant qui va étudier pendant 11 ans pour être neurochirurgien, toute sa vie d'étudiant aura ses 8 heures de revenus. Et il pourra s'acheter en fonction d'une heure. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va calculer, par exemple, 1 kilo de pommes de terre. 1 kilo de pommes de terre, combien ça coûte? Alors, le cultivateur va dire, pour aller acheter mes semences, je me suis déplacé et ça m'a pris un quart d'heure. J'ai acheté, par exemple, 2 tonnes de semences. J'ai ensemencé mes champs avec ces semences. Pour ensemencer, ça m'a pris tant de temps. Lorsque je récolte, ça me prend tant de temps au kilogramme. Et donc, le prix de vente va inclure aussi le lavage de ces pommes de terre avant de les mettre sur le marché, ensuite les déposer chez un grossiste qui va les vendre, et le commerçant qui va les mettre en vente. Et donc, tout ça va être comptabilisé en temps. Si bien que les disparités entre Carlos Ghosn et le smicard de l'usine Renault sera complètement anéanti et aboli. Alors, quel est l'avantage de faire ça? Eh bien, c'est que l'individu n'aura plus envie de choisir de gagner de l'argent, parce que c'est ce que fait Macron. Macron, quand on fait le métier de banquier, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas fait pour dire « Ah, je veux faire le bien, je veux développer le tiers-monde, etc. » Parce que c'est exactement le contraire qu'ils font, c'est ramasser un maximum d'argent. Et la politique de la République en marche, c'est quoi? C'est de tout vendre aux copains qui impriment
de l'argent fictif qui n'existe pas. Cette notion de papier n'existe parce qu'on veut bien y croire que ça vaut de l'argent. Mais si on n'y croit pas, si on dit non, c'est qu'un bout de papier, je ne veux pas te vendre 1 heure de mon temps contre des bouts de papier, on n'est pas d'accord. Alors avant, le troc, c'était de l'or contre du temps de travail ou c'était de l'argent. Et moi, je propose que ce soit ramené au temps. Alors pourquoi le capitalisme se casse la figure en Afrique? Tout simplement, l'Occident a dit vous allez arrêter de produire votre nourriture pour être indépendant et vous allez nous vendre des bananes, par exemple. Ah bon, et qu'est-ce que tu nous donnes contre les bananes? Oh, on va te donner une belle paire de chaussures. Mais contre cette belle paire de chaussures, eh bien, 10 ans plus tard, on leur demandait contre une belle paire de chaussures, non pas 10 régimes de bananes, mais 50 régimes de bananes. Et comment on a réussi cet exploit? C'est qu'on leur a dit, mais vous savez, on trouve des bananes moins chères. Et comment on a trouvé des bananes moins chères? Tout simplement parce qu'aux Antilles, nous avons des îles et on a subventionné les bananes. Et en subventionnant les bananes, ça a fait baisser le prix au niveau de la vente. Et on a dit aux Africains qui n'avaient pas de subvention, eux, de baisser leur prix. Mais au bout de 20 ans, il ne fallait pas 10 régimes de bananes pour une paire de chaussures, il en fallait 100. Donc on a baissé le prix de 10 fois moins le prix des bananes. Alors les Africains qui achetaient des Peugeot, ils pouvaient acheter des Peugeot. Mais comme on leur donnait plus d'argent, ils se sont tournés vers les voitures japonaises, qui n'étaient pas chères. Les voitures japonaises ont été vendues donc aux Africains, mais les Japonais sont venus en France. Ah, ils ont entendu congés payés, caisse de retraite, caisse de maladie, plein d'avantages sociaux et un niveau de vie bien meilleur. Et donc, ils ont demandé une augmentation. Ils ont obtenu l'augmentation, mais ce qui a fait que les voitures japonaises sont devenues plus chères sur le marché. Donc les pauvres Africains à qui on n'a toujours pas donné plus d'argent, mais on a fait même pire, c'est que leur franc CFA, on leur a dit du jour au lendemain, oh écoutez, il vaut plus que la moitié, on décide que c'est comme ça. Et le franc CFA, c'est la France qui a la main mise sur le franc CFA, puisqu'elle oblige d'avoir deux Français lors des conseils d'administration des nations, et s'ils ne sont pas là, les décisions qu'ils prennent ne valent rien, elles sont caduques. Donc, on se fout vraiment la gueule des Africains, mais ça, je crois que les Africains commencent à le comprendre, et c'est la raison pour laquelle ils se révoltent un peu. Mais en se révoltant, on arme les opposants, on détrône les présidents ou les gens qui sont chefs d'État pour mettre des gens qui seront tout à fait susceptibles d'être à la botte. À la botte de qui? À la botte de l'Occident. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer un peu la colonisation a toujours continué, même si officiellement, ils sont indépendants, ils ont leur propre ministre et ils ont leur propre souverain. Mais c'est que de l'esbrouf. Et donc, nos politiciens ont eu de très bonnes idées, comme par exemple, aller vendre des armes à des pays qui embêtaient un petit peu trop. Alors, j'ai soigné dans ma vie un marchand d'armes qui me disait je comprends que la question que vous me posiez vous interroge parce que les pays en voie de développement, ils n'ont pas d'argent et ils trouvent le moyen d'acheter des armes, mais voilà comment je faisais. Je vais dans une tribu, je dis, méfie-toi, le voisin d'à côté, le chef de la tribu d'à côté, il est en train de s'armer. Peut-être qu'il veut te faire la guerre. Alors méfie-toi. Ah bon, il faudrait alors que moi aussi j'achète des armes pour pouvoir me défendre. Ça tombe bien, j'en ai, je t'en vends. Donc il lui en vend. Après il va voir l'autre chef de la tribu d'à côté et lui dit, tu sais, l'autre chef il est en train de s'armer, je crois que peut-être il veut te flanquer la pâtée. Alors méfie-toi, hein, je te préviens. Ah bon, mais moi aussi il me faut des armes, il faut que je puisse me défendre.
Alors ils vendent de l'autre côté, après ils se retirent, l'étincelle arrive, ils se mettent en guerre les uns contre les autres, ils vendent des munitions de côté et ils gagnent bien sa vie. Voilà ce que m'a raconté un marchand d'armes qui vendait donc les armes du rebut de l'armée française ou de la police nationale. Changement de pistolet ou changement d'arme à feu. Voilà, donc c'est pour vous expliquer comment ça marche notre système. Et donc, quand on a deux tribus qui se mettent à se faire la guerre, les Tutsis et les Hutus ou d'autres choses comme ça, eh bien, il faut chercher à qui ça profite. Et comme par hasard, vous cherchez s'il y a des minerais, s'il y a des intérêts quelconques pour l'Occident, et vous verrez que c'est le cas tout le temps. Je discutais avec un militaire qui me disait « Ouais, moi j'étais déployé au Mali, mais en fait, tout l'intérêt, c'était de développer, de déployer l'armée française autour des intérêts français, comme les mines d'uranium, par exemple. » Donc, les militaires comprennent bien que ils sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de la France, mais ça ne profite qu'aux riches. Donc c'est tout le peuple français qui, par l'impôt sur le revenu, paye une armée, laquelle armée ne sert uniquement à profiter aux multinationales qui nous pillent en ne versant pas d'impôt sur le revenu en France. C'est pour ça qu'il y a un Luxembourg qui n'a pas du tout envie de modifier les lois concernant la taxation. Il y a l'Irlande aussi qui est une exception, et même le Portugal s'est mis dans l'idée de faire des paradis fiscaux. Donc il y a 3 États en Europe, et je ne parle pas du Liechtenstein, hein, bien sûr. Mais donc c'est pour vous expliquer que on nous pique l'argent. Alors, les banquiers, comment ils font de l'argent? Vous avez besoin d'acheter une voiture, ils vont vous dire vous versez 10% et moi je vous donne 90%. C'est ce qui est légal. C'est-à-dire, vous donnez 10% de billets de banque et eux vont inventer de l'argent qui n'existe pas, c'est complètement fictif, ils vont mettre une ligne de crédit de 90% de l'argent pour payer votre voiture. Et après, une fois que vous avez remboursé, ils détruisent l'argent fictif qu'ils ont inventé. Normalement, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais il faut bien comprendre que le système est en rade complètement, puisque la Banque européenne imprime 80 millions d'euros par mois, c'est-à-dire elle utilise la photocopie pour faire de l'argent fictif, des euros qui n'existent pas, pour les injecter dans le marché au niveau des banques, qui, elles, sont prêtes à prêter de l'argent et pour essayer de recréer de l'argent qui n'existe toujours pas. Et donc, voilà où on en est. Et ça va se casser la gueule. Mais le dollar, c'est pareil. Et le coût du pétrodollar, où il était obligatoire d'utiliser le dollar pour acheter du pétrole, cette loi va changer, parce qu'il y a beaucoup d'États qui n'ont plus envie de rentrer dans cette idéologie tout à fait dictatoriale, comme la Chine et la Russie et l'Inde. Et donc, ils créent en ce moment une monnaie qui n'a plus rien à voir ni avec l'euro ni avec le dollar américain, et ils créent un fonds qui soit utile à leur pays. Mais l'hégémonie américaine en domaine économique dépasse l'entendement. Si vous voulez vendre une voiture à un pays pour lequel ils ont décrété un embargo, comme par exemple l'Iran actuellement, eh bien non, vous n'avez pas le droit s'il y a un composant électronique qui a été fabriqué aux USA. Voilà ce que c'est qu'un peu que la dictature américaine. Donc il faut comprendre qu'il faut choisir autre chose comme monnaie. Alors l'unité de temps, c'est que tout être vivant a droit à un chéquier de 8 heures par jour pour pouvoir vivre. Un bébé qui naît jusqu'à un vieillard, ils ont 8 heures par jour de crédit temps divisible en minutes et en secondes. Alors l'intérêt, c'est que toute personne qui veut travailler comme un forcené, eh bien, par exemple, je pense à un neurochirurgien qui va rentrer au bloc opératoire
à 8 heures du matin pour commencer une intervention sur, par exemple, un plexus brachial qui a été déchiré par un accident de moto, cette intervention va nécessiter d'aller chercher un nerf saphène externe, va nécessiter de tester tous les nerfs au niveau du plexus pour voir lesquels ont été détériorés, pour pouvoir les remplacer. Disons que ce sont des petits greffons, ce sont des greffes que l'on pose pour réparer le plexus brachial. C'est un peu comme un fil électrique qui a été coupé, on le remplace par un autre fil électrique qui est en bonne santé. Voilà, donc une intervention de neurochirurgie d'un plexus brachial peut durer 12, 13, 14 heures. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs équipes qui se relaient. Et donc si quelqu'un, un neurochirurgien par exemple, a décidé de travailler pendant 11 heures parce qu'il a besoin de terminer son intervention avec son collègue, eh bien, il sera payé 11 heures au lieu de 8 heures par jour. D'accord ? Toute personne qui a envie d'être poète, eh ben, sera poète et aura ses 8 heures par jour. Et si quelqu'un d'autre a envie d'être, je ne sais pas moi, musicien, artiste, comédien, etc., il aura ses 8 heures par jour. Et donc, ça mettra tout le monde à égalité et il n'y aura plus de disparité entre un Carlos Ghosn et son employé chez Renault qui gagne juste le SMIC. Voilà l'idée que j'ai. Maintenant, à vous de réfléchir et de savoir si ça, c'est une bonne idée. Voilà, réfléchissez-y et puis mettez un petit commentaire, ça fera plaisir. Au revoir.